sommes à Tunis. 6 mois après la révolution qui a chassé l'ancien dictateur Ben Ali, c'est un moment délicat de transition dont on ne sait s'il mènera vers une démocratie parlementaire ou autre chose. Un climat de confusion s'est installé dans tout le pays. Les élections se rapprochent, mais le peuple n'y semble pas prêt. Les gens redescendent dans la rue. La seule victoire qu'ils peuvent célébrer pour l'instant, c'est celle remportée sur la peur et leur nouvelle liberté d'expression. Ces jours-là, le régime de transition envoie les forces de l'ordre pour réprimer la manifestation. Les manifestants doivent se réfugier dans une mosquée, attaqués plus tard à coups de gaz lacrymogène. Le gouvernement provisoire ne fait pas son travail. Les Bobs, comme on les appelle ici, n'ont pas beaucoup changé leur méthode de répression depuis le temps de la dictature, dès qu'il s'agit de réprimer l'expression populaire. C'est pas le régime de M. Ben Ali ou bien le régime de M. Sebsi ou je sais pas quoi. C'est le régime. C'est le régime. C'est le régime d'État. C'est pas les gens. C'est pas les gens. Voilà. Dans les rues avoisinantes, le constat est plus grave encore. Regarde, voilà, les cartouches, elles veulent nous tuer. Voilà, c'est quand là? Les rumeurs sont nombreuses ces derniers temps. Il y a aussi ceux qui boycottent ces soulèvements sans leader. À 3 mois des élections, il semblerait que nous sommes loin de l'unité nécessaire à un renouveau démocratique. Le lendemain, le calme est revenu, mais la tension reste palpable. La justice corrompue, l'overdose d'informations, le nombre considérable de listes électorales perturbent le peuple et l'instabilité est croissante. Aujourd'hui, c'est tout un pays qu'il faut rééduquer à la citoyenneté. Nous sommes partis à la rencontre de personnes qui mettent toute leur énergie au service de la construction de cette nouvelle Tunisie. Première étape, rencontre avec les célèbres blogueurs qui ont mené leurs compatriotes vers la révolution à travers Internet. Ils se sont rencontrés après la chute de Ben Ali. L'étiquette de blogueurs de la révolution leur colle à la peau, mais ils sont conscients que le terrain a changé et que leur action doit s'adapter. En rassemblant leurs talents, leur voix ira plus loin. C'est une idée qui ne date pas d'aujourd'hui ni de la révolution, de se faire une association de blogueurs, ça date de très longtemps. Mais avant, il y avait la frustration de ne pas pouvoir le faire parce que c'était interdit. Maintenant que c'est devenu possible, on veut y aller. Leur règle absolue est de diffuser ce que les médias ne montrent pas. C'est pourquoi ils récoltent des petits films d'un peu partout en Tunisie qui dépeignent la réalité telle qu'elle est sur le terrain. Et aujourd'hui, on va visionner ces vidéos. On va essayer de sélectionner des passages pour en parler dans des notes ou dans des documentaires. Et puis on va essayer d'aller sur place, de diffuser ça et pousser les gens à en parler, quoi. Étonnamment, aujourd'hui le travail des blogueurs est moins risqué, mais plus difficile qu'avant la Révolution. La cyberdissidence d'avant le 14 était réunie autour de la thématique faire abattre ce régime. Mais dès lors que le tronc commun est tombé, n'a demeuré que nos divergences. Et donc il n'y a plus quelque chose de fédérateur. Et on pense que c'est justement par le patriotisme qu'on pourrait refédérer pas mal de monde et recréer une cohésion entre certains blogueurs pour aller de l'avant. Je ne pense pas qu'on va être prêt pour l'échéance électorale. Je ne pense pas qu'on va pouvoir peser. J'espère qu'on pourra, mais tout ce qui est monde associatif ne nous était pas permis auparavant. Donc on apprend à faire des associations. Donc on apprend sur le tas, petit à petit, et donc ça ralentit un peu la démarche. Mais on va essayer de peser, oui, chacun dans son coin, et puis quand on réussira à se fédérer, peut-être qu'on va réussir à taper plus fort, aller plus loin. Nous quittons la capitale pour nous diriger vers le centre du pays, là où la révolution a réellement débuté. Dans cette autre Tunisie, la différence est frappante avec les régions du Nord. Le régime a toujours délaissé ces régions de l'intérieur.
les abandonnant à la précarité au profit des villes côtières et touristiques. Là où nous nous arrêtons, à Kasserine, c'est cette précarité et la faim qui ont poussé les jeunes dans la rue. Le chômage atteint ici 40%, alors que la région détient d'importantes ressources naturelles. À Kasserine, la violence avec les forces de l'ordre a fait des dizaines de morts. Le soir venu, nous sommes accueillis à la tunisienne par la famille d'Aziza. Ce couple d'instituteurs nous ont volontiers invités pour discuter de la vie des Kasserinois. On a changé le programme. On a acheté du melon, on a acheté du poulet, des frites. Et on essaye de faire un petit dîner pour vous. Aziza et sa famille ont participé comme tout le monde au premier soulèvement, avec la peur au ventre. Ils n'avaient, disent-ils, plus rien à perdre que leur chaîne. Ils nous expliquent comment les gens d'ici ressentent ces changements. Vraiment, ça me fait de la peine de dire que j'ai été gouverné pendant 23 ans par ce type-là. Vraiment, ça fait de la peine. Moi, je veux vivre, je ne veux pas survivre. C'est pour cela qu'on s'est révolté ici. C'est parce que Kasserine représente la population la plus diminuée en Tunisie. Se révolter pour le pain, se révolter pour la dignité, oui. Il y a les deux. Et ce n'est pas honteux qu'on se révolte pour notre pain. Je dis bien, je le fais. Et même si ça arrive une autre fois, on peut le refaire pour notre pain. Moi aussi, mon enfant, il est âgé de 20 ans, il a le droit de passer 10 ou 20 jours sur la plage pour changer d'air et retourner. Sentimentalement, je ne me suis senti un Tunisien qu'après 14 juillet. Je me suis rendu compte que j'appartiens à un pays qui s'appelle la Tunisie, que je dois opérer de ma manière et de mon côté pour prospérer, et que je dois faire, et que ce pays-là m'appartient vraiment. L'une des premières causes de la révolution, c'est sans aucun doute le manque de travail. 90% des crédits de soutien à l'emploi vont vers le littoral. La région est ignorée depuis toujours par l'ancien parti au pouvoir, le RCD. Les premiers au front, c'étaient les jeunes et les diplômés chômeurs. Nous rencontrons Lassad. Il a quitté son travail de misère pour s'impliquer dans la révolution. Avec une maîtrise en sciences des sols, il n'a jamais eu la possibilité de trouver un emploi digne de son diplôme. Il se mobilise pour sensibiliser la population et inciter les gens à aller voter. On a décidé d'élever les voix et de casser le barrière de peur et de demander nos droits de travailler et de développer notre région et tout. Des revendications que les Kasserinois ont payées de leur sang. La ville détient le triste record du nombre de martyrs. Lassad nous amène chez la famille de Hosni. Il s'est immolé par le feu après des altercations avec la police lors des premiers jours du soulèvement. Sa famille a maintenant touché environ 1500 € du gouvernement, mais cela ne paye même pas l'hôpital. Encore une fois, les gens d'ici ont peur d'être oubliés. Pour Lassad et ses amis, c'est donc la reconsidération de la région qui est primordiale. Ensemble, ils débattent régulièrement des programmes des partis. Et entre les islamistes des Narda, les progressistes ou les autres listes, leur choix n'est pas encore fait. Non, c'est pas ça. On a le Narda et le contre-Narda. Il n'y a pas d'autres partis. Bon, je suis apolitique maintenant. Et pendant les élections, je crois que je vais voter pour Narda. Je vais voter, mais je ne sais pas encore. Je n'ai pas pris la décision. 14 janvier, c'était comme étant l'ouverture de porte de la paradis ici en Tunisie. Ici, il ne reste que lancer, se débarrasser de la clé pour que ce porte-là ne se referme pas. Aujourd'hui, Lassad décide de prendre son destin en main. L'inscription sur la liste des électeurs est pour lui la première étape symbolique du combat qui continue. Trois mois plus tard, nous retournons en Tunisie pour filmer les premières élections libres. Le parti islamiste Narda part favori. De nombreuses actions sont mises en place pour inciter les gens à aller voter. قبلت صدرك الكرتوش نفست الغاز واليوم لا باش نختار وحدي
Réveil démocratique en ce 23 octobre. C'est la première fois dans ma vie que je vote. C'est la première fois que je vote parce que ce sont des élections libres. Donc c'est un moment d'intense émotion. Aujourd'hui, on a une très très grosse chance. En plus, c'est une double chance. C'est la première fois qu'on vote sérieusement et démocratiquement. Et deuxièmement, on vote pour préparer la constitution des 50 prochaines années. Donc un très très gros enjeu. Et je pense que c'est pour ça que l'on aura des taux de participation qui dépasseront largement les 75%. Ces élections ont connu un taux de participation énorme. Sur près de 4 millions d'inscrits, 90% ont été votés. Les Tunisiens n'hésitent pas à faire la file, parfois pendant plus de 4 heures, devant les bureaux de vote. Et même si certaines irrégularités et suspicions de corruption apparaissent, on peut dire que cette première expérience démocratique est un succès. Après quelques jours d'attente, ce sont les islamistes de Narda qui sortent vainqueurs du scrutin. Ils ont raflé 40% des voix. Une victoire en masse qui était prévisible. Beaucoup de Tunisiens ne se sont pas retrouvés dans les revendications laïques des autres partis. Oui, je suis très heureuse aujourd'hui parce qu'il y a des hommes honnêtes qui ont gagné. On est des femmes qu'on a combattues depuis longtemps, et on est des femmes qui travaillent, on est des femmes très fortes, très libres aussi. Le problème, c'est qu'il faut l'Occident comprend que l'islam, ce n'est pas l'islam de Al-Qaïda, il y a l'islam de tolérance, il y a l'islam d'égalité sociale, l'islam de dialogue. Je suis très heureuse. Vive la Tunisie, vive le Nahda. Et voilà. Cette victoire importante inquiète certains milieux progressistes et des observateurs extérieurs. Il y a une incompréhension, il y a un amalgame, et il y a des stéréotypes qu'on doit dépasser. Mais les dépasser dans la pratique et les dépasser par le dialogue. Nous devons être modestes devant la grandeur de ce peuple qui a réussi ces élections. On est fiers et merci. De nouveaux défis attendent maintenant la Tunisie. Nous avons retrouvé tous nos témoins du mois de juillet. Aucun d'eux n'a voté pour Enarda. Selon Sofiane, le blogueur, son camp n'a pas gagné, mais il est prêt à continuer sa lutte. Je me sens mieux, oui, même si ce n'est pas mon camp qui a gagné. Toujours est-il que c'est l'expression de la démocratie et on va dans ce sens-là. Et donc voilà, pour moi, on commence de plus en plus à emprunter le bon chemin. Si nous sommes le camp des modernistes de gauche, etc., nous sommes réveillés avec une gueule de bois par rapport aux résultats, eux sont réveillés avec un fardeau énorme qui est la responsabilité par rapport à ce qu'ils ont promis à la population. Dans ce petit temps-là, il faut qu'ils règlent des milliards de missions impossibles. J'avais quelques projets, quelque chose que je dois revoir à la baisse. Parce que moi, j'estime qu'on avait fait une révolution en pensant qu'on allait sauter très loin. Et aujourd'hui, on se retrouve à se maintenir pour ne pas reculer. Et donc voilà, ça change. À Kasserine, dans le centre, nous avons retrouvé Lassad. Il a réalisé son rêve. Lui et ses amis ont développé une web radio. Un nouveau pas pour sa région et un moyen de faire remonter ses revendications vers la capitale. J'ai toujours des rêves, c'est pas un seul rêve. C'est qu'on puisse autoriser pour la diffusion sur les bandes et sur les chaînes, pas web, mais sur les bandes. C'est notre micro, Radio Nagasrine en arabe, Radio ici Kasserine. Dans les statistiques du site web, on a 12 000 auditeurs. Lassad n'a rien contre Enarda. Mais une chose est sûre, c'est que lui et ses amis restent prudents. Ça ne m'intéresse pas quel parti elle va gouverner la Tunisie. Un message pour tout le monde, c'est que les gens ici ont toujours les yeux très ouverts. Quant à la famille d'Aziza, elle a beaucoup d'espoir pour l'avenir.
Mais pour eux aussi, la prudence reste de mise. Où le peuple n'a peur de rien. Si ces gens ne font pas du bien, et ils ne vont pas travailler pour le bien du pays, c'est qu'ils vont partir comme un parti Ben Ali. Je pense qu'ils ne vont pas nous terroriser comme Ben Ali l'a fait. رئيس البلاد رئيس البلاد أنا اليوم نحكي معاك باسمي وباسم الشعب الكل اللي عايش في العباد في العذاب 2011 مازال ثم شكون يموت بالجوع حاب يحكي حاب مسموع أهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف المحاكم بالمطرح تك ما عم بالوش مادام ثم حد Nous laissons la Tunisie face à un chantier immense. Entre les défis économiques et sociaux et les menaces d'extrémisme, notamment au sein des islamistes, le peuple reste sur ses gardes. Depuis la fin de notre reportage, ils l'ont déjà prouvé plus d'une fois. Une chose apparaît comme certaine, les Tunisiens ont repris espoir et sont prêts à tout pour qu'on ne leur vole pas leur révolution.